Votre magazine est préparé en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'installe dans le jardin de Pierre Cabalion, un jardin qui compte un certain nombre de plantes médicinales. Pierre, bonjour. Bonjour Magali. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Vous êtes vous-même spécialiste en plantes médicinales, alors depuis combien de temps avez-vous commencé cette collection de plantes qu'on voit autour de nous? C'est en fait mon jardin depuis 22 ans à peu près, donc un certain nombre de plantes y sont rassemblées. Et combien de plantes médicinales on peut trouver? Peut-être une dizaine. Alors dans cette émission, on va vous parler de plantes médicinales connues comme le niaouli, mais aussi de plantes moins connues. Pour ça, on va rejoindre notre deuxième invité, Édouard Niaouya, directeur de l'IRD. Il nous attend sur le studio mobile. Nous sommes donc en compagnie de deux spécialistes des plantes médicinales, Édouard Niaouya, directeur du centre IRD à Nouméa, et Pierre Cabalion, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous êtes un ancien chercheur de l'IRD et vous restez une référence sur le sujet. Vous êtes tous les deux ethnopharmacologistes. Alors on a l'impression que dans ce mot, il y a plusieurs métiers collés. Qu'est-ce que vous êtes chercheur en quoi exactement, Pierre? Il y a plusieurs métiers parce qu'on s'intéresse à la pharmacie des différentes ethnies. C'est l'ensemble des plantes qui servent à soigner. Et alors vous cherchez quoi? On s'intéresse aux plantes médicinales des ethnies, comment on se soigne et avec quelles espèces de plantes. Et alors justement, est-ce qu'une plante médicinale, c'est juste une plante qui est utilisée comme remède? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait, parce que vous avez parlé de pharmacie, est-ce qu'il faut qu'il y ait une analyse chimique des molécules dans la plante pour confirmer que c'est une plante médicinale et pour qu'elle soit appelée telle qu'elle? Édouard? Alors, une plante médicinale, c'est d'abord une plante utilisée c'est une utilisation en fait empirique par les populations, des fins médicinaux. Mais ensuite, la chimie viendra en fait confirmer l'utilisation médicinale. Mais il y a besoin de cette confirmation par la chimie non, ou à partir non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors par exemple, est-ce que le niaouli, c'est une plante médicinale? Ah oui, le niaouli, c'est un très bon exemple. En plus, tout le monde le connaît en Calédonie, et même souvent en métropole. Parce que le niaouli a été utilisé pour nettoyer l'eau. Dans les gourdes, les gens mettaient 2 ou 3 feuilles de niaouli et ça permettait à l'eau de rester propre. Et ça donne aussi, le niaouli donne aussi une huile essentielle qu'on obtient par distillation et qui permet de garder l'eau propre également. Des expériences ont été faites déjà au 19e siècle avec ça. C'est-à-dire que même si on met juste une feuille de niaouli dans l'eau, il y a une action antiseptique. Quelques feuilles permettent de conserver l'eau propre. Ça évite aux bactéries de se développer et de souiller l'eau. L'eau reste propre à la consommation. Et alors ça, donc vous parlez d'expérience, on dit empirique, c'est-à-dire que c'est les gens en faisant qui ont constaté qu'effectivement voilà. Ça luttait contre les bactéries, mais après est-ce qu'il y a eu des recherches médicales pour montrer cette action Alors l'essence de niaouli elle est utilisée également comme antiseptique parce qu'elle diffuse très facilement dans l'organisme et elle a une activité intéressante pour aider les globules blancs à avoir des munitions contre les bactéries. C'est-à-dire que l'essence donne des munitions pour attaquer les bactéries. Voilà. C'est donc vraiment une plante dont l'activité empirique a été découverte autrefois et elle est confirmée par la chimie de ces essences. Alors j'aimerais maintenant que chacun vous choisissiez une ou deux plantes médicinales, soit que vous avez découvertes, soit qui vous a particulièrement marqué et que vous la décriviez aussi ses actions, son pouvoir médical. Édouard, de quoi vous pouvez nous parler? Alors personnellement, je vais vous parler en fait du métier. En fait, je vous parle de ça parce que le métier, c'est une plante. Le métier, c'est un nom de la plante médicinale dans la langue de Diouf.
Mais en fait, voilà. Un plant de Mitché, donc voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais en fait, le Mittier est connu dans toute la Calédonie. Le Mittier a eu un nom dans chacune des langues, des 28 langues. C'est pour ça que nous, on préfère plutôt parler de plantes utiles, parce que ce sont des plantes qui sont connues par la population. Alors, Mittier, pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi là-dedans. Et c'est une plante que moi, personnellement, j'ai utilisée quand j'étais tout petit, notamment en cas pour résorber par exemple un hématome. Quand vous cognez la jambe, vous prenez le Mittier, vous frictionnez, et voilà. Mais c'est vraiment une plante qui est connue par l'ensemble de la population. Et donc vous, est-ce qu'après vous avez effectivement étudié le Mitché en laboratoire pour identifier quelle molécule du Mitché est efficace? Alors actuellement, il y a des études qu'on a commencé à mener là-dessus pour savoir quelles sont les molécules qui sont contenues dans la plante. Mais voilà, donc les études sont en cours et là vous sentez, ça veut dire que là-dedans, ce que vous sentez, ça veut dire qu'il y a une huile essentielle qui est contenue là-dedans et les collègues de l'université sont en train de distiller cette plante pour récupérer l'huile contenue dans la plante et analyser la composition. Merci. Alors Pierre, est-ce que vous avez aussi un... Bon, je ne vais peut-être pas vous parler du kava, que c'est peut-être pas le moment aujourd'hui, mais peut-être plutôt du... Parce que le kava a des vertus, on le connaît plutôt effectivement pour aller boire au nakamal, mais ça a aussi des vertus médicales. C'était énormément utilisé comme plante médicinale, comme anxiolytique léger, c'est-à-dire que ça diminue le stress. Et c'est aussi une plante dans l'activité sur le muscle lisse. On a des muscles lisses et des muscles striés, les muscles rouges et les muscles des branches, par exemple. Ça relâche les muscles des branches. Et c'est aussi, on a constaté aussi que dans certains cas, c'était une activité préventive de certains cancers. Grâce à des études d'épidémiologie, c'est-à-dire on étudie la répartition des maladies, on s'est rendu compte que dans le Pacifique, dans les pays où on consomme du kava, les hommes qui consommaient du kava, mais qui fumaient aussi beaucoup, ont beaucoup moins de cancer de la vessie. Alors ce serait intéressant à vérifier en Calédonie chez les buveurs de kava. Alors on voit bien que votre métier, c'est à la fois l'étude des savoirs traditionnels, l'étude des plantes, mais aussi la chimie du médicament. Alors pour bien comprendre comment vous faites tout ça, on va suivre le travail de Subama Mapou, qui est votre étudiante, Édouard. Elle fait une thèse en chimie à l'Université de Calédonie en partenariat avec l'IRD. On voit ça tout de suite en images grâce à un reportage de Benjamin Lucas. Ce matin, Subama s'apprête à réaliser une décoction avec des feuilles qu'elle a récoltées près de Yaté. Le but de cette opération, pouvoir extraire le principe actif de la plante. Après, je pourrais l'analyser et réaliser des tests d'activité biologique par rapport à leurs propriétés cicatrisantes, par exemple. Subama est doctorante à l'université. Elle réalise une étude phytochimique sur les espèces végétales utilisées dans la cosmétopée de Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'elle recense les usages traditionnels des plantes et enrichit les connaissances scientifiques pour favoriser l'innovation cosmétique. Nos grand-mères utilisent quotidiennement, on se demandait à l'époque qu'est-ce qu'elles vont nous faire boire comme mixture, et au final ça nous aidait bien pour se soigner, et donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire une thèse sur ces savoirs traditionnels. Mais pour avoir accès à tous ces savoirs traditionnels, Subama doit tisser des liens avec les populations. Bonjour, ça va? Comme avec Madame Solastique, qui est venue de Puebo pour aider Subama à identifier une plante. On l'a collectée au bord des rivières. On va regarder ça. On dirait une plante que je plante à mon jardin, mais après je me suis rendu compte que c'était une plante intéressante. Mais c'est pas vraiment dans les photos. Alors le fruit, c'est un fruit bleu, comme le cerisier bleu. Voilà, il fait un peu comme le jamelan, je dirais. Ça ressemble un peu. Ah non, moi je ne vois pas. Hein. Tandis qu'il y en a Yengen. Oui, sur Yengen, selon la cartographie du travail, c'est d'essayer de voir si cette plante est toujours utilisée et comment elle est utilisée, et surtout d'avoir le nom vernaculaire
en fonction de la région. Mais nous, on a nos choses qu'on plante à la maison. Par exemple, les plantes médicinales, on les plante à la maison. Et que moi, j'ai l'engrais pour mes petits-enfants ou des choses pour d'autres maladies, ben, on s'en sert à la maison. Mais c'est des choses qu'on s'en sert automatiquement parce que ça nous concerne, c'est des choses qui sont culturelles chez nous. Mais on n'a pas forcément conscience que ces choses-là, c'est des choses à s'en occuper, à préserver, à valoriser. Voilà. Nous, on les fait pour nos usages personnels. Mais le partage des connaissances par les populations demande une réelle relation de confiance avec les chercheurs. Ce lien est long et parfois difficile à créer, car les populations se montrent souvent méfiantes. En effet, auparavant, les découvertes scientifiques n'étaient pas forcément partagées avec les habitants. Depuis 2010, le protocole de Nagoya exige qu'il y ait un partage entre la population locale et les centres de recherche qui souhaitent exploiter une ressource naturelle. Pour l'instant, en Nouvelle-Calédonie, cette loi est en cours d'écriture. Ma thèse, en fait, consiste à quand même prendre en compte ce protocole de Nagoya pour qu'on soit dans ce travail-là de valorisation des savoirs traditionnels en relation avec la population et que s'il y a une retombée ou une financière plus ou moins avec une création de nouvelles filières durables, là on doit forcément travailler avec la population et donc ça nous permet déjà de prendre de l'avance entre guillemets avant que la loi du pays soit appliquée. Au cours de sa thèse, Soubama se focalisera sur une vingtaine de plantes endémiques de Nouvelle-Calédonie. On vient d'entendre que Soubama va travailler sur une vingtaine de plantes pendant sa thèse. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de plantes médicinales qui sont utilisées en Nouvelle-Calédonie? C'est un exercice un peu difficile. On avait essayé de faire ça pour le Pacifique et on avait calculé environ 600 plantes couramment utilisées partout. À Marais, dans la définition qu'avait donnée Édouard tout à l'heure, il y en avait 110. Ça donne une idée parce que évidemment tout le monde n'a pas répondu à nos questions, donc on ne sait pas quels sont les remèdes de ce qu'on appelle la médecine clanique ou la grande médecine. Donc est-ce que c'est 10% que nous connaissons? Est-ce que c'est 50%? On ne sait pas. Il faudrait travailler plus longtemps pour le savoir. Alors justement, vous avez fait des terrains dans différentes parties de Nouvelle-Calédonie. Alors vous m'aviez dit, hein, Édouard, dans les îles Loyauté, au nord de la Grande Terre, à Belay, Patio, pour ne citer probablement que quelques-uns de vos terrains. Alors racontez-nous un peu, est-ce que les gens utilisent beaucoup effectivement les plantes médicinales? Lesquelles? Comment vous... Alors c'est vrai que les gens utilisent beaucoup les plantes médicinales. Mais on voit qu'à l'heure actuelle, les connaissances tendent à se perdre. D'où aussi le but de notre travail, c'est-à-dire collecter ces savoirs, les mettre sous forme écrite pour les protéger, les transcrire et ensuite les transmettre vers la génération future. Donc c'est aussi un peu ça. Donc, Et est-ce qu'il y a des différences de pratiques importantes, par exemple entre Belay et Thio? Est-ce que les gens utilisent les mêmes plantes pour les mêmes choses ou pas? Non, les gens peuvent utiliser les mêmes plantes, mais pour des choses différentes. Par exemple, je sais pas, je parlais tout à l'heure du mitier, par exemple. À l'IFU, le mitier est connu pour telle ou telle application, vertu thérapeutique. Donc, si vous le prenez, le mitier, par exemple, au nord de la Grande Terre, c'est utilisé différemment. Donc, une même plante. Concrètement, du coup, pourquoi c'est les usages Parce que je vous ai dit tout à l'heure, une plante médicinale est définie par son usage empirique. Donc, en fait, les gens... Mais pour soigner de quoi à Thio et pour soigner par exemple, sur les îles, on utilise beaucoup pour résorber les hématomes, par exemple. Et dans d'autres parties de la Grande Terre, on utilisera beaucoup plus comme un fortifiant, comme un antiseptique, par exemple. Voilà. Donc, une même plante peut avoir des usages différents dans diverses aires linguistiques. Il y a un avion là, qui passe. Oui, on est dehors. Et est-ce que vous utilisez les plantes médicinales
aussi. Oui, j'essaie d'utiliser celles qui m'intéressent et qui correspondent à mes besoins. Par exemple, le niaouli, je l'utilise en cas de rhume. Et je trouve que c'est assez efficace, puisque c'est un bon antiseptique, tout simplement. Et en ville, les gens continuent d'utiliser ces plantes, puisqu'on a parlé plus tôt effectivement de ce qui se passait dans les tribus. Les gens les utilisent, il y a certains qui ont des plantes, comme chez Pierre, hein, donc ils ont des jardins de plantes. Mais le problème de la ville, c'est qu'on n'a pas les mêmes plantes qu'on a, par exemple, dans les îles qu'on a sur la Grande Terre, quoi. Donc les gens utilisent les plantes, hein, donc pour les voir, ils utilisent dans les hôpitaux, par exemple. C'est souvent le cas, vous voyez, quand on est dans les... C'est-à-dire à l'hôpital, mais c'est les médecins ou c'est les gens qui viennent avec leurs plantes pour voir leurs malades? C'est les gens qui viennent avec leurs bouteilles, leurs potions, et voilà. Donc certains médecins sont plus ou moins tolérants sur ces doubles usages, d'autres non, mais bon, il faut le savoir, hein, on utilise régulièrement la médecine traditionnelle. Peut-être qu'on peut dire aussi que théoriquement, pour utiliser un médicament traditionnel, il faut être propriétaire, avoir le droit de parler, avoir les feuilles, les paroles sacrées, et une pierre magique sacrée aussi, et connaître la procédure. D'accord. Alors. Ça, c'est les personnes, effectivement, que vous identifiez comme celles qui détiennent vraiment les savoirs. Alors, on va en reparler. Je voudrais d'abord revenir sur le reportage. On voit Subhama qui, en laboratoire, s'apprête à rechercher une molécule. On sait qu'un médicament, il est défini par le pouvoir médical de ces molécules, mais aussi la dose qu'on prend. Est-ce que dans votre travail, il y a aussi recherché la dose idéale pour que le médicament soit efficace? Est-ce que ça fait partie de... Par exemple, ce que nous cherchons dans les moyens biologiques d'étude des molécules, c'est quelle est la dose minimale qui va éliminer la moitié des bactéries, par exemple. Ça permet de connaître une limite. Et est-ce que les doses maximales aussi, puisqu'il y a peut-être des toxicités au-delà de certaines doses Maximales, c'est plus difficile à étudier par ce genre de moyens. C'est plutôt sur des animaux qu'il faudrait faire ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de faire le tri entre les différentes molécules présentes et donc de savoir quelles sont celles qui sont actives. Et pour définir l'activité minimale, en connaissant une plante, une molécule qui a une activité minimale sur le streptocoque ou le staphylocoque doré, on sait qu'on va pouvoir le soigner avec des doses supérieures. D'accord. Donc ça permet de faire la différence entre les différents éléments d'un mélange. Alors dans cette première partie d'émission, on a bien compris, je crois, ce que sont les plantes médicinales. J'aimerais maintenant qu'on parle de ces deux savoirs, les savoirs scientifiques et les savoirs traditionnels qui permettent de connaître ces plantes. Alors dans votre livre que j'ai là, sur les plantes médicinales à marais, hommes et plantes de marais, vous écrivez que l'utilisation de ces plantes relève parfois du secret. On entend aussi dans le reportage avec Subhama qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre le chercheur et la personne qui détient les savoirs. Est-ce que c'est facile dans votre travail de trouver ces personnes ressources qui connaissent les plantes et qui acceptent d'en parler ? On a des personnes ressources. Hein, tout à l'heure, vous citez les différentes régions dans lesquelles on a travaillé, on a des personnes ressources, sauf que voilà, les personnes qu'on a ressources nous disent ce qu'elles ont envie de nous dire. Puisqu'il y a comme vous l'a précisé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la petite médecine. Donc la petite médecine, c'est un ensemble de remèdes traditionnels qui sont connus par tous. Donc tout le monde peut en parler. Et puis vous avez ce qu'on appelle la grande médecine. Donc ça, c'est une médecine qui est beaucoup plus rattachée à la structure du clan. Et là, les remèdes, on ne peut pas en parler. D'où la difficulté en tant qu'ethnopharmacologiste de travailler sur la médecine traditionnelle, puisqu'on a accès seulement à cette partie des remèdes, mais pas l'autre.
D'accord, vous n'avez pas accès à l'autre partie? Non, on n'a pas accès à l'autre partie. Et on respecte, quand on va sur le terrain, on respecte la volonté des gens. Ce que les gens veulent bien nous dire. Alors justement, sur cette question du coup de la responsabilité du chercheur face à ces savoirs, il y a eu l'exemple du faux tabac en Nouvelle-Calédonie où donc, il y a quelques années l'IRD avait voulu déposer un brevet sur des molécules qui avaient été identifiées grâce au savoir traditionnel. Donc aujourd'hui il y a le protocole de Nagoya qui encadre la protection des savoirs. C'est donc un protocole qui a été reconnu par la Nouvelle-Calédonie. Mais du coup, est-ce qu'il a fallu attendre le protocole de Nagoya pour que les chercheurs se soucient de reconnaître finalement la propriété intellectuelle des personnes qui détiennent les savoirs traditionnels ou pas? Comment ça s'est passé pour vous, vos terrains, et un peu quelle est votre Ça s'est passé empiriquement aussi. Puisque au début, on avait un terrain, on avait un ballon, des joueurs, mais pas de règles du jeu. Et en Calédonie notamment, on n'avait pas de règles du jeu puisque les protocoles étaient signés par la France et le temps que ça arrive ici, donc on était un petit peu comme je vous dis, des joueurs sans règles du jeu. On tapait dans un ballon, mais un petit peu au hasard sur ce plan-là. Par exemple, l'histoire du livre qu'on a fait sur hommes et plantes de Marais, vous voyez que, par exemple, sur la première couverture, on a mis l'ensemble des personnes qui ont participé à ce travail. Donc, voilà. Donc, vous voyez, même si on était en dehors du protocole de Nagoya, on respecte, où les gens partent, il y a la reconnaissance de ce qui porte les savoirs. Voilà. Pareil, on avait travaillé sur on avait mis en place une convention avec la province des îles. Avec Pierre, on a travaillé sur des plantes à usage aromatique à la province des îles. Et là aussi, on avait proposé ce qui est, comment on appelle ça, retour voilà. royalties de 2%. Ouais. D'accord. Pour un groupe d'étudiants, enfin pour les étudiants des îles. Alors, mais c'est sûr qu'à l'époque, on essayait de faire au mieux, mais il n'y avait pas de règles. Voilà. Alors on ne va pas trop s'étendre là-dessus parce qu'aujourd'hui justement les règles sont en train d'être établies en Nouvelle-Calédonie, donc ça fera l'objet d'une prochaine émission pour savoir quelles sont les règles pour protéger ces savoirs. Je vous propose de passer à la dernière partie de cette émission, qui est un peu de savoir quelle place la Nouvelle-Calédonie veut faire aux plantes traditionnelles à l'avenir. Donc en 2016, il y a le plan DOCAMO qui a été voté pour réformer la santé publique. Quelle place est faite aux plantes médicinales dans ce plan, Édouard ? Il y a une volonté, parce que moi j'ai participé, j'ai animé, j'étais pilote d'un atelier sur plantes, la médecine traditionnelle, la médecine classique et l'intégration de la médecine traditionnelle. Il y a vraiment une volonté d'abord de reconnaître la médecine traditionnelle selon les recommandations de l'OMS, puis dans un deuxième temps vers son intégration. Donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur une volonté du gouvernement de voir émerger une pharmacopée. Donc avec Pierre, on est dessus, la pharmacopée. C'est quoi une pharmacopée, peut-être, Pierre? Pharmacopée, c'est un registre des médicaments utilisés dans un... C'est-à-dire que là, on liste des plantes qui ont vraiment été identifiées comme médicaments. Par exemple, quelles sont considérées comme médicaments. Médicaments. Utiliser, par exemple, un sparadrap peut être un médicament si on considère qu'il soigne. Si on dit qu'il soigne, c'est un médicament. Et alors dans la pharmacopée calédonienne, pour donner un exemple, quelle plante pourrait être dans cette pharmacopée-là? Le cava pourrait en faire partie, puisqu'il est largement utilisé en Calédonie. Cette plante-là, c'est un arbre dont l'huile c'est une huile grasse, pas une huile essentielle, c'est une huile grasse. C'est le tamanou? Tamanou du bord de mer, qu'on trouve un peu partout dans le Pacifique. Et qui est utilisé pourquoi? Qui a une activité anti-inflammatoire et cicatrisante tout à fait remarquable.
Et alors quel est l'intérêt en fait de faire une pharmacopée? À quoi ça sert La pharmacie, la pharmacie, elle a pour but de soigner le plus grand nombre d'une manière sûre et sans risque. Mais c'est-à-dire que du coup, si une plante est inscrite en pharmacopée, elle peut être vendue en pharmacie, ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des plantes médicinales qui ne sont pas inscrites dans une pharmacopée. Voilà, c'est un autre travail qu'on mène avec Pierre et avec les collègues de l'IRD, de l'UNC. C'est une volonté d'inscrire les plantes, un certain nombre de plantes médicinales à la pharmacopée française. Donc là, on commence avec un travail de ce qu'on appelle des monographies. En fait, ce sont des fiches de plantes sur lesquelles on répertorie les propriétés des plantes, enfin, tout. Et ensuite, on va essayer de les inscrire à la pharmacopée française. Et une fois qu'ils sont inscrits, ils pourront être commercialisés, vendus en pharmacie, etc. Du coup, là, ça voudrait dire qu'on irait vers un développement de la production de plantes médicinales locales qui puissent ensuite être vendues et disponibles en pharmacie. C'est un des... Mais il faut savoir aussi qu'en médecine traditionnelle, ici, dans le Pacifique, on n'utilise pas les plantes sèches. Alors qu'en France, on a par exemple des marchés aux plantes médicinales. Et on avait des herboristes autrefois, qui sont maintenant en pharmacie. Donc, ce passage en pharmacie, ça imposerait aussi de passer avec des plantes séchées pour qu'elles puissent être stockées et commercialisées, alors que les plantes fraîches, on est vraiment sur de la médecine traditionnelle que les gens pratiquent. Ou des extraits, genre tisane ou macération. C'est-à-dire que c'est un usage qui a été contrôlé pour une indication particulière. On ne va pas utiliser la plante pour n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que c'est une panacée. Elle est préparée d'une certaine manière pour une indication particulière. Et dans ce cas-là, elle peut être utilisée sans risque. C'est ça le but. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Au cœur des sciences.